Monsieur le ministre, Oui, Monsieur le Président, sur ces très nombreuses, très intéressantes interventions. Très intéressantes et très qui hétérogènes. couvrent vraiment tout le champ. Oui. Je vais essayer de répondre le mieux possible, mais il y a des points sur lesquels sûrement il faudra que je puisse compléter votre information, et je le ferai volontiers. Pour Madame Récalde, alors je commence. Voilà, ça s'est passé. Pour Madame Récalde, vous me demandez si les drones marchent, en gros. Hein, ça marche très bien. Je voudrais simplement vous dire que la différence entre l'Arfang et le Reaper est considérable. Et que, heureusement que nous avons fait ce choix. Parce que, y compris pour nos interventions dans le cadre de l'opération Barkhane, je ne suis pas un utilisateur, mais les utilisateurs et le CPCO me disent que le différentiel est énorme et ça nous permet de mener des opérations beaucoup plus significatives. J'en profite pour dire que nous n'avons pas perdu de drone. Je ne sais plus qui m'a posé la question tout à l'heure, Monsieur Viard. Et que nos drones sont toujours vivants. Et que le troisième vient en plus. Et donc c'est la raison pour laquelle on va poursuivre. Mais c'est vraiment tout à fait performant. Et ça permet d'accélérer le raccourcissement de l'action et du renseignement. Enfin, il n'y a qu'à se réjouir. Je parle des drones d'observation. Et à souhaiter qu'ensuite nous ayons des drones. Attends, j'enlève ça parce que. Des drones européens et français pour la nouvelle génération, et je regrette qu'on n'ait pas été au rendez-vous. Enfin, c'est une autre affaire. Pour Monsieur Lamour, alors, je vais redire là, globalement, sur la société de projet, parce que ça fait beaucoup de réflexions, ce que je comprends. Bien redire les choses. Il n'y a pas d'ambiguïté. J'attends les recettes des enchères de la 700 MHz. Ils sont affectés défense. Ils doivent venir défense. 2, je suis interrogatif sur le fait que ça arrive bien avant décembre 2015, puisque j'engage avec cela des capacités et des achats d'armement. Et pour pallier à cette éventualité, je ne souhaite pas, mais je mobilise le travail pour qu'il y ait un plan B. Du coup, il y aura un plan B et un plan C. Pour qu'il y ait un plan B. Je l'engage parce que je réponds scrupuleusement à la loi de programmation militaire, qui dit que pour mobiliser les cessions d'actifs, on ne peut pas le faire. On peut mobiliser les cessions d'actifs, c'est inscrit dans la loi. C'est un des moyens, d'ailleurs, que certains me suggéraient, il fut un temps. Mais vous avez des parts dans les entreprises d'État, il y a des parts d'État dans les entreprises de défense, prenez les dents. Ben oui, c'est ce que je propose. Mais pour le faire, je ne peux que faire de l'investissement en capital. C'est comme ça. Et ça, c'est pas de mon fait, c'est la LOLF. Voilà les réalités. Donc, ce n'est pas la peine d'aller essayer d'imaginer des systèmes, des usines à gaz. Ce n'est pas une usine à gaz, c'est l'application stricte des textes. Et donc, je demande à ce qu'on travaille sur cette hypothèse. Et j'ai demandé au président de la République sa détermination à ce qu'on travaille sur cette hypothèse. C'est le plan B. Et donc, ce n'est pas une usine à gaz, c'est l'application stricte de les cessions d'actifs peuvent servir au financement de la loi de programmation militaire. Tout le monde était d'accord là-dessus. Je pourrais vous citer vos propres déclarations sur ce sujet. Et pour que nous puissions mobiliser les cessions d'actifs, il faut investir en capital. Et on peut investir en capital de deux manières, ou bien seulement l'État, ou bien l'État avec des industriels. La question n'est pas tranchée. Et je ne vais pas dire la réponse est maintenant. La réponse, elle sera publique, elle sera avec vous. Et troisièmement, il y a toujours les programmes d'investissement d'avenir. C'est aussi dans la capacité de mobilisation. Moi, je ne suis pas opposé à ce qui contribue aussi, mais avec les contraintes que j'ai indiquées, parce qu'il y a des problèmes d'opérateurs et il y a des problèmes de type de programme. Voilà où nous en sommes. Et donc, nous allons poursuivre en ce sens. Donc, je réponds par là à la fois à Monsieur Lamour, à Monsieur Audibert, et une partie des observations de Monsieur Lelouch. Et je ferai cela en toute transparence. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec l'observation de Monsieur Lefebvre qui dit préparons cela en amont. Oui, bien sûr.
Bien sûr, en toute transparence. Parce que c'est notre intérêt commun et parce que je considère que les enjeux de défense doivent être largement partagés. Et voilà quelle est la réalité de la situation. Et j'ai dit la même chose au Sénat. Je réponds aussi à M. Vittel à une partie des observations sur ce point. J'ai dit la même chose aux sénateurs et j'ai trouvé la même volonté de travail en commun. Bon. Et je considère qu'il y a là des solutions intéressantes. Je vous signale par ailleurs, sur ces mêmes sujets, qu'il y a d'autres expériences à l'étranger, qui ne sont pas exactement celles-là, mais enfin certaines se rapprochent, et qui pour certaines ont été performantes, d'autres pas, mais pour certaines très performantes. Quand on va à l'exportation, et qu'on se trouve en concurrence avec nos amis américains, ils ont des dispositifs que nous n'avons pas. Et je ne vois pas pourquoi on ne les aurait pas. Enfin, parfois me surprend, mais on ne les a pas. Bon. Le débat, il sera transparent, ouvert, et il s'inscrit de cette manière. 1, 700 MHz. 2, cession d'actifs. 3, PIA. Et 4, surtout, 31 milliards 4. Qui est mon obsession. Alors, Monsieur Lamour, sur les pays, il y avait une autre observation sur les pays. Alors, j'ai pas tout compris. On affectera ouais. Je sais pas, ça va aller long. Non, une partie du PIA 2014 a servi à financer les salaires du CA pour 2013. Voilà. Nous avons ce qu'on appelle de la cavalerie, monsieur le ministre. Non, si pas du tout. Donc, il y a une première tranche de 200 millions qui a été remboursée, semble-t-il. Oui. Est-ce que la deuxième l'a été? Vous voyez, c'est assez simple. Oui, tout à fait. Rubis sur l'ongle. Bon. Et sur les sociétés de projet, j'ai précisé les choses. Sur les forces prépositionnées, j'ai pas bien compris. Alors, je vous redis exactement ce qui se passe sur les forces prépositionnées. Les forces prépositionnées sont partie intégrante du budget de la défense. Elles ne sont pas dans les OPEX. Jamais ça n'a été dans les OPEX. Bon, voilà. Et quand on n'est plus en opération extérieure et que j'estime nécessaire, ou que nous estimons nécessaire, et moi en particulier, c'est ma décision, d'avoir des installations prépositionnées définitives, ben, c'est plus en OPEX, c'est en budget. C'est le cas pour la Côte d'Ivoire. Et j'applique strictement les références. Une opération extérieure, c'est une opération. Quand on est sur les prépositionnements ou sur les forces de souveraineté, on est dans la fonction de base du ministère de la Défense. Donc il faut être parfaitement honnête là-dessus. Donc il n'y a pas de dérogation sur ces principes. À partir du moment où l'opération Licorne est terminée dans ses objectifs d'OPEX, j'ai estimé nécessaire qu'il y ait une base opérationnelle avancée, c'est comme ça s'appelle, une base de soutien à Abidjan, en soutien de Barkhane, mais qui soit une force prépositionnée, comme l'est Dakar et comme l'est Libreville. Et c'est prépositionné. Alors on a diminué un petit peu Libreville pour renforcer un peu Abidjan, parce qu'on estime que là, il y a une préoccupation plus urgente. Voilà. Alors, pour M. Noche, sur Louvois, j'ai donné les chiffres, hein, 150 millions d'euros en 2014, je vous donnerai les chiffres en 2015. C'est épouvantable, je ne peux pas dire mieux. Pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres-là? Parce que quand on a des militaires qui ont des insuffisances de solde en raison des délires de Louvois, quand il y a ce constat-là, le chef de corps ou le chef d'unité a les moyens financiers d'y remédier. C'est ce que j'ai mis en place. J'ai mis un système D en place pour que ça puisse se faire et pour éviter un scandale d'État, quoi. Et ça fait une dépense qui, à un moment donné, doit pouvoir se retrouver, parce que quand on sera à la fin du dispositif, on devrait pouvoir retrouver cela. Mais bon, ça fait une dépense. Et puis, il y a des militaires, parce que ça va dans les deux sens, qui ont reçu des soldes supplémentaires qui n'étaient pas prévus et qu'ils doivent progressivement rembourser. Et ça fait partie du dispositif, là, parce qu'il y a des sommes il y a des indus non remboursés que je constate. Je ne suis pas sûr qu'on retrouvera tout, parce qu'il y a certains qui sont partis, etc. Bon, j'ai pas voulu, hein, je le dis ici, et je ne regrette pas, mais j'ai pas voulu faire de polémique sur ce sujet, parce que la raison
de tout cela est double. Elle est à la fois de, vous l'avez dit, Monsieur Noche, la rapidité avec laquelle ça s'est mis en œuvre. On n'aurait jamais dû faire ça, jamais, c'est pas possible. Mais après, quand on essaie de savoir qui a fait quoi, c'est difficile. C'est pas que les gens se cachent, c'est que la gestion du dispositif était inverse au grand principe de la défense, un chef, une mission, des moyens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai remis de l'ordre dans tout ça, y compris dans les bases de défense, y compris dans le décisionnel des bases de défense, y compris dans le titre 2. Puisque tout à l'heure, on me posait la question, pourquoi le titre 2 Bah oui, parce que maintenant, il y a un titre 2, il y a une masse salariale, il y a un patron, et puis voilà. Avant, c'était, il y avait l'affectation dans telle armée, chacun créait ses postes comme il voulait, du coup, on diminuait, mais on augmentait la masse salariale. Donc, je voulais préciser cela. Et puis, sur la cyber, le plan est bien lancé. J'ai lancé en février 2014 à Rennes, à l'école des transmissions. Il y a 1 milliard d'euros qui sont prévus sur l'ensemble de la programmation militaire dans les domaines industriels, recherche, recrutement, réserve citoyenne spécifique. C'est très original. La réserve citoyenne cyber, qui a un grand succès, qui permet de mobiliser les compétences nécessaires. Et nous avons lancé sur le site de la DGA-MI à Bru le nouvel équipement il y a peu de temps. J'ai prévu 400 recrutements de personnel de haut niveau dans la loi de programmation militaire. C'est une de mes priorités, comme je vous l'ai indiqué. Et ces recrutements sont commencés et tiendront leur rythme. Je souhaite que nous soyons nous-mêmes parmi les premiers, peut-être même les premiers dans le domaine. Premiers sûrement en Europe dès à présent. Parce qu'on a pris à bras-le-corps cette urgence, et ça sera un des pôles d'excellence de nos forces, je l'espère, à la fin de la loi de programmation militaire. Je vais peut-être répondre, simplement monsieur Lelouch, mais aussi monsieur Miard, pour que les choses soient très claires. Les 2% de Newport, c'est les 2% normes OTAN. Et en norme OTAN, nous sommes à 1,89. Ah si, bah si, je suis désolé. Oui, norme OTAN 1,89. Norme OTAN 2%, norme OTAN 1,89. Et j'estime que et l'échéancier. Mais oui, je suis désolé, je suis très vigilant sur ce point. Et donc j'estime que comme les deux, comme sur les autres, comme c'est à 10 ans, la norme de 2%, j'estime qu'en 10 ans, on doit pouvoir passer de 1,89 à 2%. Et d'autant plus que dans la propre loi de programmation militaire, il ne nous a pas échappé que dans le triennal, l'année 2016, on augmente de 500 millions d'euros le budget de défense. Non, c'est 500 oui. Donc, je voulais vous préciser cela. Je vais revenir sur M. Miard, mais c'était parce que M. Lelouch m'avait posé la question sur les 1,88. Il n'est plus là, donc je ne lui réponds pas. C'est 500, oui. Oui, j'étais sûr de mes chiffres. Alors, sur M. Delcourt, et finalement aussi, qui m'a interrogé, Mme Poumirol, sur la question de santé. Je passe dans l'ordre. Val-de-Grâce, pour lequel nous avons tous beaucoup de révérences. Et je dis ça sans humour. Mais aussi le constat des réalités. Il y a besoin de faire, pour des questions de sécurité, de mise aux normes, etc., au Val-de-Grâce, 2 tranches de 260 millions d'euros de travaux. Bien. Ça, c'est le constat. Une fois qu'on a dit ça, on regarde le besoin militaire et le besoin civil. Où est traité le besoin militaire aujourd'hui? Essentiellement à Bégin et à Percy. Parce que ce sont des hôpitaux, d'abord, neufs ou rénovés, c'est le cas de Bégin, et c'est là que se trouvent les compétences d'excellence. Donc, le besoin militaire sur le Val-de-Grâce n'est pas avéré. 2, y a-t-il un besoin civil? Il y a 330 lits, non? C'est ça? 330 lits. Il y a une offre de soins civils, à la fois publique et privée, dans le quartier ou le grand quartier, tout à fait au rendez-vous. Alors que faire? Et ce n'est pas parce que c'est le lieu où viennent soit se faire soigner, soit se reposer
un certain nombre de personnalités françaises ou étrangères que ça règle le problème des engagements de 500 millions d'euros. Surtout que le pourcentage par rapport à l'ensemble du fonctionnement de cet hôpital est très faible et que ces personnalités sont parfois soignées d'abord à Percy ou à Bégin. Avant, voilà, j'en connais, enfin je ne vais pas donner d'exemple, mais j'en connais plusieurs. Enfin, de personnalités étrangères que je vais parfois saluer quand elles sont dans leur... Je vais souvent à Percy. Voilà. Donc, il fallait prendre une décision douloureuse, je l'ai prise. Ce qui veut dire, et c'est tout à fait d'ailleurs souhaitable pour la bonne gestion des comptes publics, ce qui veut dire néanmoins que l'on gardera sur le site la référence défense et services de soins de SSA, parce que service de soins des armées, parce qu'on y fera à la fois le pôle de recherche et un pôle majeur de formation du SSA. Et le reste, eh bien, sera discuté avec des partenaires comme la mairie de Paris ou autres. Mais alors, c'est pas demain matin, ça se fait progressivement, mais je considère que la décision est prise. Deuxièmement, sur la réorganisation du SSA, il y avait 9 hôpitaux. Il n'y en aura donc plus que 8, en raison de ce que je vous dis, sur l'hôpital de Val-de-Grâce. Et les 8 seront maintenus sur la durée, avec 2 fonctions différentes. Les hôpitaux Bégin, Percy, l'Aveyran et Sainte-Anne. Bégin, Percy, plateforme Paris. L'Aveyran, Sainte-Anne, plateforme Midi, sont des hôpitaux dont la vocation opérationnelle sera tout à fait prioritaire, voire exclusive, avec une capacité de projection à l'extérieur. Et ce sont les hôpitaux de plateforme, et 4 hôpitaux, et les 4 autres seront maintenus dans des partenariats, d'abord avec une vocation complémentaire à l'égard des hôpitaux de plateforme, c'est-à-dire qu'ils viennent en appui de personnel sur des opérations qui arrivent alors que ce n'est pas prévu, genre Ebola, enfin, puisque Mme Poumel m'a interrogé là-dessus. Et ensuite, ils auront, que ce soit à Metz, Brest, Bordeaux et Lyon, un partenariat spécifique avec les hôpitaux publics, ou voire privés, c'est le cas à Bordeaux, de l'ensemble du territoire. Et il y a des discussions qui sont engagées, mais ça se passe très bien. Bon, et donc, voilà la volonté. C'est à la fois performance opérationnelle, parce que c'est le cas du SSA. Ça s'appelle le projet SSA 2020, et il est en œuvre, et il se déroule, je crois, correctement. Je rajoute un point sur Ebola, puisque Mme Poumel m'a interrogé sur ce point. La Défense participe au plan d'action mis en œuvre par le gouvernement sur Ebola. Vous savez qu'il y a une forme de partage des actions sur les 3 pays les plus concernés, Sierra Leone, Libéria et Guinée-Conakry, entre États-Unis, Grande-Bretagne et France. Nous avons engagé tout un dispositif. Bon, ce n'est pas ici obligatoirement qu'on doit en parler en priorité, mais le ministère de la Défense contribuera à la fois sur son propre territoire, sur le territoire national, à assurer l'accueil de malades potentiels. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs à Bégin et avec bonheur. Et nous aurons aussi nous avons capacité à procéder aux évacuations. Et nous allons participer à la fois à la mise en œuvre et au soutien du centre de traitement de Macenta en Guinée forestière. Et nous allons même armer un centre de formation et de soins des soignants en plus à Conakry, vraisemblablement. Voilà. Donc la Défense est tout à fait mobilisée sur la question d'Ebola, qui est vraiment un sujet tout à fait difficile. Voilà. Sur Monsieur Miard, il n'y aura pas de trou noir puisqu'on lance le programme CERES, c'est dans le PLF 2015.
Et c'est une compétence nouvelle. Pour l'instant, nous n'avions qu'une plateforme prototype qui s'appelait ELISA. Et nous lançons un programme de 3 satellites, qui est un programme de détection électromagnétique, qui sera compétence française et qui sera mis en service en 2020. C'est dans le cadre de la programmation militaire, on l'engage dès cette année. Les anciens satellites nous permettent de tenir... C'est des petits, hein, oui, et c'est une compétence propre à nous. Dont acte, mais on n'a pas, je dirais, les anciens satellites... On n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. Voilà. Bon, souhaitons-le. Et j'ai répondu sur le Reaper américain. Voilà. Sur monsieur... Non, il y avait monsieur... Sur Ballard, je vais vous donner les chiffres, monsieur Boisserie. Vous avez les chiffres, Ballard? Parce que moi, je ne l'ai pas par cœur. 3 milliards... 3 milliards 5 au total, 150 millions. 150 millions de... Mais je suis en train de rechercher, je ne veux pas vous dire de bêtises. 150 millions annuels, 3 milliards 5 d'investissement, l'avantage du lieu unique, de regroupement des compétences, de réduction des personnels affectés. Décidément, je suis embêté avec Ballard, mais enfin, je vous ai dit l'essentiel. L'essentiel de la redevance annuelle, c'est 154 millions, donc j'étais tout à fait sur le chiffre, qui intègre l'ensemble des dépenses liées à la redevance immobilière, aux services et à l'énergie, etc. C'est le chiffre qui est retenu aussi dans la programmation militaire. Le déménagement se fera normalement au mois de juin. Voilà. Alors, monsieur Audibert, j'ai répondu. Madame Coutel, sur la parité et sur l'égalité homme-femme, c'est une feuille de route que j'ai mise en œuvre. Nous sommes aujourd'hui l'armée la plus féminisée d'Europe, mais il faut qu'il y ait effectivement une égalité homme-femme à l'intérieur des armées, soit en capacité d'accès au grade, soit en capacité d'accès au déroulement de carrière qui soit équivalent. L'observatoire que j'ai mis en place s'est réuni d'ailleurs avant-hier, sous ma présidence, c'est moi-même qui le préside, et on fait un point annuel, et je trouve qu'il est bien suivi et bien tenu, et qu'il y a une véritable culture qui se met en place. Vous avez évoqué la question des violences faites aux femmes. J'ai mis en place une cellule d'appel et de veille et de prévention qui a toutes ses fonctions et qui fonctionne. C'est la cellule Thémis et qui commence à donner des résultats. Moi, je veux que le ministère de la Défense soit exemplaire en la matière. Exemplaire. Pardon ? Je vais moi-même visiter cette cellule au mois de décembre. Exemplaire à tous égards. Et je suis frappé, je vous le dis ici, de la volonté, la détermination de l'encadrement et des chefs d'état-major de mettre en œuvre cette feuille de route. Donc ça donnera des résultats. Monsieur Vittel, et puis je vais en même temps Monsieur de Rugy après, puis revenir sur les autres. Monsieur Vittel, nous sommes... sur le report de charges, qui est de mes préoccupations, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, c'était 3,4 milliards. Ça va peut-être être 3,1 milliards si on me suit. Si ce chiffre-là, c'est avant arbitrage de fin de gestion. Par rapport à... Donc on est plutôt dans une pente plutôt positive, mais c'est une préoccupation majeure. Vous l'avez souligné, et c'est pas obligatoirement une bonne gestion, mais enfin, je connais cette bosse depuis que je suis rentré à la commission de la défense de l'Assemblée nationale. C'était en 1978, il y avait déjà la bosse. Voilà, on pousse la bosse. Bon, je ne savais pas que j'aurais à la pousser moi aussi, mais enfin, j'y suis. Sur les 500 millions, ils seront bien là, les 500 millions de l'amendement de la fin de l'année. 250 millions déjà versés et 250 millions à venir dans la loi de finances rectificative.
Voilà, et les négociations de fin de gestion, eh bien, vous m'avez souhaité bien du courage et je vous en remercie. Pour M. de Rugy, je ne partage pas votre sentiment. Nous sommes au rendez-vous sur le dépyramidage. 16,75% à 16%. Le nombre, la réduction qui s'effectue sur les officiers est au rendez-vous. Il y a parfois eu des lissages. C'est compliqué. Hein. Ça ne peut pas être une application. Ça ne peut pas être une application stricte parce que le pourcentage d'officiers par armée est différent selon les armées. Je vois plus monsieur Rugy. Et donc, pardon. Et donc, il faut appréhender les situations de manière très précise. Vous avez un nombre d'officiers dans certains services, la délégation générale à l'armement, le service de santé, un nombre d'officiers plus important que dans l'armée de terre. Et si vous appliquez une même norme pour tout le monde, ça ne marche pas. Donc, il faut faire une appréciation très précise pour garder les compétences. Mais le chiffre reste le même. Il y avait, c'est vrai, en 2014, 850 suppressions au lieu de 1000 prévues dans la programmation militaire, mais c'était pour laisser la mise en place des outils d'aide au départ, parce que ça ne se fait pas par un dégagement autoritaire, ça se fait par le volontariat. Et on a veillé à ce que ce ne soit pas obligatoirement les meilleurs qui partent. Donc, c'est une gestion assez fine, mais qui, je trouve, se déroule à peu près correctement. Sur Salbris, d'abord préciser, non, c'est pas grave, sur la base aérienne, voilà. Non, c'est pas ça. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude sur l'autre site que vous m'avez indiqué, monsieur Martin Lalande. Donc la pérennisation de la... J'ai plus le numéro de la base, mais pardon. Voilà, c'est sur la longue durée, c'est pérenne, ça provoque des regroupements, et donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur ce point. Sur la fermeture du site de Salbris, oui, c'est une fermeture. Dans la volonté que nous avons, c'est de faire en sorte, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait une cohérence et le fait que les sites de services soient plus concentrés pour permettre d'avoir des stocks uniques et qui soient en cohérence avec le plan de stationnement des forces. Donc ça aboutit à la suppression du site de Salbris. Les mesures, donc le dépôt de munitions devrait être dissous dans les années 2017-2018. Donc on prend de l'avance pour les annonces nécessaires. Il y a un certain nombre de personnels qui seront pas touchés directement puisqu'il y aura des départs en retraite d'une partie de ces personnels. Sur le reste, il y a les dispositifs d'accompagnement. Alors je ne vais peut-être pas vous en faire la liste avec les aides à la mobilité, les aides au départ, le maintien des rémunérations pendant... Il faut quand même que tout le monde le sache, parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Il y a tout un ensemble de mesures qui permettent un accompagnement social très sérieux. Les aides à la mobilité géographique qui vont de 8 300 à 32 000 euros pour une nouvelle affectation, les indemnités volontaires de départ qui peuvent aller jusqu'à près de 100 000 euros. Vous avez aussi un dispositif d'aide pour l'acquisition d'un nouveau logement. Vous avez par ailleurs le maintien de la rémunération garantie pour 7 ans, sur 7 ans, avec une indemnité complémentaire d'accompagnement pour déplacement qui entraînerait un emploi sous-dimensionné par rapport, sous-financé par un salaire, un emploi qui entraîne un salaire nettement inférieur au départ. Donc on a vraiment un arsenal d'outils très, très performant, d'ailleurs que les organisations syndicales nous demandent de perfectionner, mais de garder. Et donc il sera mis en place aussi, évidemment, à Salbris, ce qui devrait permettre, je crois,
sorti sans trop de difficultés, même si je suis bien placé pour le savoir. Monsieur Martin Lalande, j'ai été maire d'une ville qui a subi une grosse restructuration de défense de 4000 emplois supprimés. Donc j'ai beaucoup de données, je sais ce que c'est. Et je sais les difficultés que ça entraîne et les souffrances que ça entraîne. Je suis bien conscient de cela. Et je fais vraiment ces choix avec beaucoup de parcimonie, de vigilance. Mais là, honnêtement, sur les munitions, il faut qu'on concentre. Sinon, on n'atteindra pas les objectifs. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Et on essayera aussi sur les problèmes de restructuration, de l'accompagnement des restructurations, ça va revenir à la question de M. Chrétien, que Salbris puisse bénéficier de dispositifs d'aide. Alors, il y a sous ma gouvernance, Monsieur Chrétien, il y a eu 4 CRSD qui ont été engagés en raison des mesures que j'ai annoncées en 2013. Pour 2014. Luxeuil, Châteaudun, Varennes-sur-Allier et Orange. Mais s'agissant d'Orange, ce dispositif est désormais caduc, puisque, comme vous le savez, dans le cadre du plan de l'armée de l'air, la formation et les commandos de l'air de Dijon seront transférés à Orange, d'où est parti le régiment de la Légion étrangère qui a rejoint Marseille, je n'ai plus le nom de la garnison, et donc du coup ça devient une mesure de compensation pour Orange. Les comités de site ont été mis en place. Moi je n'ai pas déroulé des mobilisations financières qui ont été engagés à l'instant, mais sachez que dans la programmation militaire, il y a 150 millions d'euros qui sont disponibles et ils sont toujours disponibles pour les mobiliser dans le cadre des contrats de revitalisation de sites. Non, je n'ai pas répondu. Oui, mais j'ai déjà répondu. Oui, oui. Ouais. Si j'ai pas été assez précis, faudra